Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec l'analyste indépendant, professeur Nico Omeyonga, président de la Fondation Fominique. Avec cet économiste financier, nous allons analyser les accords socio-économiques RDC Rwanda à la lumière de notre indépendance nationale. Bonjour, professeur Nico Omeyonga. Bonjour, messieurs les journalistes. Dans le cadre de la Fondation Nico Omeyonga, vous avez entretenu la jeunesse sur l'indépendance. Vous aviez de nouvelles idées? Les nouvelles idées, ça ne manque pas. Vous savez, ce sont les grandes idées qui font la révolution, les grandes idées qui font avancer les choses. Bon, c'est vrai que l'initiative est venue du groupe Banamwinda, qui est un groupe qui évolue dans la paroisse Saint-Gabriel de Roside. À la veille de l'indépendance, ils m'ont invité pour animer une conférence portant sur la jeunesse congolaise face au défi de l'indépendance. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvé face à la jeunesse, comme vous le savez, comme vous l'avez dit. Prof Omeyonga est l'apôtre de la jeunesse. Nous voulons vraiment une jeunesse consciencieuse, une jeunesse qui soit réellement la force d'aujourd'hui et aussi la puissance de demain. Donc il faut la préparer et je consacre le gros de mon temps à former cette jeunesse, par des séminaires, par des conférences, mais aussi par l'enseignement classique à l'université. Oui, en parlant de la jeunesse, en parlant de l'indépendance avec la jeunesse, vous leur avez rappelé l'historique, vous leur avez rappelé les enjeux du moment? Les enjeux du moment, d'abord on est parti pour comprendre les enjeux du moment, il fallait faire un regard rétrospectif. Je leur ai dit, je l'ai mis face à leurs responsabilités pour leur dire que si nous avons acquis de manière formelle l'indépendance à 60, c'était l'œuvre essentiellement de la jeunesse. Parce que j'ai commencé par rappeler que la jeunesse, c'est au terme de la charte africaine sur la jeunesse, est jeune celui qui se trouve dans la tranche d'âge de 16 à 35 ans. Or, Lumumba, vous vous rappelez, déjà en 58, il n'avait que peut-être 33 ans. Et quand on a acquis l'indépendance, il avait tout au plus 34 ans et demi. Donc il était jeune. Et même ses compères et tout ça, ils étaient jeunes. Donc toutes les mutations sociétales à travers le monde sont menées de bout en bout par la jeunesse. Donc il était temps pour que je réveille cette jeunesse qui semble se trouver dans la torpeur, qui croit que l'affaire du Congo n'appartient qu'aux vieux ou aux adultes, alors que c'est eux qui devraient jouer la vraie partition, parce que Lumumba, et ils ont plus d'avantages, parce qu'ils ont les acquis de ce que de ce que nous avons hérité de Lumumba. Ils ont aujourd'hui ce qui se passe à travers le monde, en Afrique, mais aussi ils ont un autre atout, ils ont la connaissance. Et Lumumba à l'époque, il n'avait pas fait de grandes études. Aujourd'hui, la jeunesse a été formée, parce qu'il leur manque, c'est peut-être la conscience qui animait les jeunes de 60. Donc il fallait les responsabiliser pour l'avenir du Congo. Les responsabiliser et les rappeler que l'indépendance, la vraie indépendance, c'est la souveraineté économique. On ne peut pas être indépendant quand on est dans la précarité, dans l'exclusion, comme c'est le cas actuel. Personne ne peut être indépendant s'il n'a pas la liberté financière. Or, c'est à ce point-là que je voudrais rappeler à la jeunesse que maintenant ou jamais, il faut que les 4 secteurs de la vie économique nationale soient l'œuvre de la jeunesse. Le secteur primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Malheureusement, aujourd'hui, cette jeunesse se retrouve être comme une jeunesse désœuvrée dans sa grande majorité, donc croupie dans la misère, croupie dans le chômage, alors qu'il devrait se réveiller pour rebâtir ce pays. Parce que moi, j'ai toujours considéré que nous, les adultes, nous avons échoué. Depuis 60, il y a ce que j'appelle une sorte d'échec transgénérationnel qui se perpétue depuis 60 à ce jour. Donc il est temps de préparer une nouvelle jeunesse consciencieuse qui doit comprendre les enjeux et qui doit se mettre à l'œuvre, qui devienne réellement le fer de lance de la société congolaise, parce que cette société ne doit pas toujours rester comme elle a été sous la colonisation. Je crois, 65 ans après l'indépendance, il faut qu'on se réveille. C'est vrai que
Nous avons connu la colonisation la plus abjecte et les Belges nous considéraient comme des grands enfants. Moi, je ne pense pas qu'on peut, si on a un enfant de 65 ans, donc il y a un sérieux problème. Donc il est temps d'accélérer cette maturation et que la jeunesse devienne réellement l'actrice principale de tout changement. Donc elle ne doit plus attendre les changements, elle doit se mettre, donc elle doit s'y mettre et créer elle-même les changements et les conditions de vie qui doivent s'améliorer. Donc elle ne doit plus attendre du ciel ou des autres, elle doit participer dans son propre épanouissement. Naturellement, parce que Lumumba lui-même, de son vivant, avait dit que la vraie histoire de ce pays sera écrite par les Congolais. On doit arrêter l'histoire de notre pays qui soit toujours écrite à l'étranger par les étrangers. Donc, qui doit écrire cette histoire? C'est la jeunesse. Et pour bien écrire l'histoire, il faut être elle-même participatrice ou actrice de cette histoire. Je ne voudrais pas que la jeunesse soit à la marge de l'histoire ou ne puisse pas entrer dans l'histoire congolaise. Je voudrais qu'elle réécrive l'histoire congolaise et qu'ainsi elle pourra une fois se dire qu'elle a participé à l'avancement, à l'envol et même au développement de ce pays. Parce que c'est la jeunesse qui est la tranche d'âge active qui doit participer. Nous avons la chance d'avoir au moins 70% de la population congolaise est essentiellement constituée de jeunes. Donc c'est un atout majeur que beaucoup de pays, surtout les pays du vieux continent, les pays d'Europe méditerranéenne, sont caractérisés par le vieillissement de la population, alors que nous avons une population jeune. On doit bien la préparer parce qu'une jeunesse consciencieuse, éduquée, préparée est un atout, tandis qu'une jeunesse délinquante, comme c'est le cas actuel, constitue un goulot d'étranglement pour le pays. Donc c'est un danger public. Alors, professeur Omeyonga, dans les entrefaits de cette indépendance 2025, 65 ans, le Congo s'engage dans une perspective de très longue portée en voulant surveiller son territoire et son potentiel minier par un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. En fait, on avait besoin de cet accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Bon, avoir un accord de paix, je crois, c'est une bonne chose. Mais je n'ai jamais cru qu'on peut arriver à sous-traiter la paix par une tierce personne, surtout par les étrangers. Et parce que dans un accord de paix comme il a été signé comme ça, c'est un accord qui engage des États. Ce qui prime le plus, c'est la bonne foi. Or, tout le monde le sait que les partenaires, les Rwandais, n'ont jamais été de bonne foi, ou bien le régime Kagame n'a jamais été de bonne foi. Donc, j'ai toujours été optimiste, mais je crains fort que cet accord de paix n'arrive pas, ne rencontre pas nos assentiments, d'autant plus que notre partenaire n'est pas de bonne foi. Et encore que les clauses ne prévoient pas la possibilité de contraintes ou de sanctions si jamais l'une des parties n'arrive pas à respecter l'accord. Or, tout accord qui n'a pas la coercition, je ne pense pas qu'on puisse en arriver, d'autant plus que pour les Rwandais, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, sa prétention territoriale, c'est surtout pour piller les ressources minières, avoir tout ce qu'il faut pour faire vivre son peuple. Donc, le président Paul Kagame, je ne le vois pas dans la posture de quelqu'un qui recherche la paix. Mais il est par contre, il se réjouit dans la belligérance parce qu'il sait que c'est dans la belligérance qu'il peut continuer à piller les pays, à piller nos ressources minières. Oui, en fait, est-ce que la couverture américaine n'est pas une garantie, n'est pas aussi une contrainte? Savoir que c'était fait aux États-Unis sous la contrainte du ministre d'État et le soir, les deux partenaires ont été reçus par Trump. Est-ce que ça ne les contraint pas d'une manière morale? Moralement, oui. Mais il reste toujours un pays souverain, comme l'est ou le Congo. Mais est-ce que, parce que cet accord a été signé sous les auspices des États-Unis, de Donald Trump, est-ce que c'est une garantie suffisante pour que les Rwandais... Parce qu'il y a, dans ces accords, il y a aussi un piège. Quand on demande au Rwanda de
le retrait des troupes rwandaises est conditionné par l'anéantissement FDLR. C'est devenu une nébuleuse. Je ne sais pas, FDLR, est-ce qu'on peut, si on était encore sérieux et lucide, on peut parler encore de FDLR, d'autant plus que nous savons que la guerre de libération, d'agression de 97, c'était mené par les Rwandais. Ils ont eu l'occasion vraiment de terminer, de neutraliser ces génocidaires. Mais s'ils ne l'ont pas fait pendant qu'ils contrôlaient ce territoire, et depuis tout ce temps, les Rwandais est présent dans le pays, il n'a pas réussi à neutraliser. Est-ce que vous croyez dans 3 mois, dans 1 mois, que la RDC, dans des conditions qui sont les nôtres, sous occupation, est-ce que pendant que nous cherchons à nous libérer de l'occupation, de l'agression, ne l'oublions pas, deux de nos provinces sont occupées, ou deux capitales de nos provinces sont occupées par les agresseurs, Bukavu et Goma. Est-ce que déjà le fait de me conditionner le retrait du Rwanda par rapport à ça, ça pose problème. Un autre élément aussi, parce que dans cet accord, qu'est-ce que nous tirons profit finalement? Parce que j'aurais souhaité qu'il y ait une ouverture de ce que j'appelle la justice transitionnelle. Oh, parce que la justice transitionnelle, comme vous le savez, est assise sur 4 piliers: la vérité, la justice, la réparation et la garantie de non-répétition. Parce que qu'est-ce qui empêcherait d'autres troupes de revenir s'ils considèrent que chaque fois qu'il y a guerre et qu'on signe un accord, l'accord demande à ce qu'il y ait réintégration de quelques éléments? C'est comme si on faisait la prime à la belligérance. Ceux qui ont tué alors. Maintenant, les victimes congolaises, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'ils ne méritent pas réparation? Est-ce qu'on n'a pas besoin de la vérité pour qu'on sache réellement pourquoi il y a eu guerre? Voilà pourquoi moi j'ai toujours estimé que la véritable paix viendrait du jour où finalement le peuple congolais, dans son ensemble, je vois ici les forces vives de la nation, la société politique, la société civile et la société savante à laquelle elle appartient, les jours où nous allons comprendre la nécessité vraiment de nous asseoir autour d'une table, de discuter et de conjurer les démons de la division et les démons de la guerre et assurer une paix durable, c'est à ce jour-là qu'on pourra réellement avoir une véritable paix. Mais la paix au bout des canons, ou la paix où nous devons troquer nos ressources minières, je ne pense pas que ce soit une paix durable. Mais attendons, je ne suis pas un prophète de malheur, mais au regard de mon expérience et même des enjeux en place, je doute fort que cet accord soit une garantie ou une caution pour que la paix durable soit une réalité dans un futur proche. Oui, vous dites un accord conditionné par le retrait des FDLR, mais selon la ministre des Affaires étrangères, il fallait couper les pieds sous les herbes des Rwandais en leur évitant tout prétexte. Il avait dit que ça sera une application conjointe, ça suit simultanée, pendant qu'on est en train de neutraliser les FDLR. Au même moment, les Rwandais se désengagent parce qu'ils avaient d'abord menti qu'ils n'étaient pas là, mais ils sont là. Mais de toutes les façons, quand on va plus loin, quand les Américains et nous voulons protéger notre Congo par sa souveraineté, on peut dire que cet accord restaure au moins la souveraineté du Congo. La souveraineté du Congo, même la constitution l'existe, ça ne sera pas la bonne foi ou la volonté des Américains, non. Ça doit être une œuvre des Congolais même. C'est nous-mêmes qui devons assurer la souveraineté. Aucun État au monde ne viendrait assurer la souveraineté d'un autre État. Du reste, les Américains, tout ce qu'ils font, ce n'est pas gratuit. Le problème, c'est que la guerre, il faut connaître l'origine de la guerre. La guerre, dans l'est des pays, c'est une guerre pour des mobiles économiques. Et vous savez que nous détenons plus de 40% de coltan. Et aujourd'hui, les sociétés américaines, les sociétés qu'on appelle de l'économie numérique, elles sont essentiellement américaines. Et que peut-être maintenant, ils se voient un peu gênés de manière... Parce que vous savez, il y a une vidéo qui a été même virale, les sangs des Congolais dans nos téléphones. Et qui nous fabrique des téléphones, qui sont à la base de toutes ces sociétés
numérique, ce sont les Américains. Ils ont été, d'une manière ou d'une autre, à la base de la guerre pour des mobiles économiques dans l'est du pays. C'est vrai, on voit le Rwanda, mais qui sont les véritables commanditaires? Suivez mon regard. Donc, je ne pense pas que les Américains soient innocents. Maintenant, peut-être qu'ils se gênent, ils veulent maintenant venir exploiter de manière plus ou moins légale. Et c'est comme ça qu'ils viennent. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils veulent que la souveraineté des Congolais soit rétablie. Avant la souveraineté, ils devraient d'abord s'inquiéter des tueries. Vous savez, à ce jour, on a plus de 10 millions qui sont tués, qui sont canadiens au jour le jour. Et plus de 7 millions de déplacés de guerre. Mais ça n'aimait pas les Américains. Mais ce qui les intéresse le plus, ce sont les matières premières, nos minéraux, nos ressources minières, pour alimenter les sociétés. Est-ce que, parce que dans l'entretemps, il y a un accord, on ne le dit plus, entre la RDC et les Américains pour l'exploitation. Est-ce qu'ils viendront installer ces sociétés seulement pour exploiter les minéraux ou pour les transformer ici sur place? Mais si c'est pour encore exploiter, exporter, mais nous serons toujours les dedans de la farce. Oui, en fait, on suppose qu'après cet accord, il y aura un véritable accord économique entre les Américains et les Congo. Là, alors, on devrait veiller. En fait, est-ce que ce n'est pas pour Trump une occasion de dire que j'ai fini avec Bush, qu'il tolérait? Moi, je ne tolère pas qu'on dise que nous sommes en train de voler, entre guillemets, ou de profiter de la guerre pour avoir des choses du Congo. On met fin à la guerre, on restaure la paix, comme vous avez dit, et on crée un climat plus ou moins transparent d'échange et de commerce économique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je voudrais dire que cela, ça relève de la politique étrangère. Or, la politique étrangère ou la politique internationale, c'est le prolongement de la politique interne. Dès qu'on n'aura pas encore eu un consensus, ne fût-ce que minimal en interne, tout accord ou tout traité qui y aurait entre notre État et notre État qui s'appelle États-Unis, ce serait toujours difficile que cet accord soit profitable aux Congolais. C'est pourquoi moi j'estime, mais il y a eu plusieurs initiatives, on ne le dit pas, peut-être il faut encore y revenir, initiatives de paix, qui toutes sont étrangères. Mais pour une fois, nous avons une initiative locale de la CENCO et ECC. Et bon, je crois, comme toutes ces initiatives-là, l'initiative, le processus de Luanda, de Nairobi, l'initiative de EAC, de SADC, et de l'Union africaine, toutes ces initiatives de paix, et même pendant que nous parlons, à Qatar, à Doha, et tout ça, ces initiatives n'apportent pas de solutions durables. Moi, je pense qu'il est temps que ces initiatives-là, on ne peut pas les négliger. Pour moi, j'ai toujours considéré qu'elles sont des cahiers de charges sur lesquels doit se baser les processus les pactes sociaux pour la paix et le bien-être ensemble, pour enfin que les Congolais se parlent entre eux et que vraiment que nous ayons des solutions idoines, mais que ce soit des solutions endogènes. Toute solution qui serait importée de n'importe quel pays, je ne pense pas que ce soit une solution qui vise les intérêts nationaux. Souvent, ce sont les intérêts économiques parce que même les Américains, ils visent aussi d'abord Bush, Trump a été élu, pas pour faire ramener la paix au monde, mais c'est d'abord et surtout pour apporter la solution aux problèmes sociétaux que connaissent les Américains. Donc, la question de paix congolaise n'est qu'une question secondaire pour Donald Trump. Oui, la paix interne, les cadres avec les prêtres, Tshisekedi a été ouvert, il a reçu Fayoulou, après il a reçu Mozitou, les gens qui lui apportent déjà de l'eau dans le sens de la réouverture et l'organisation du pays. Et là, on avait demandé que le prêtre aussi soit reçu avec l'initiative. C'est à quoi Tshisekedi s'est appliqué. Il a reconnu tout ça. En fait, c'est une démarche à soutenir. Non, une très bonne démarche, parce que, comme je l'ai toujours dit, bon, quand vous parlez, vous ajoutez dans l'énumération, vous avez Mozitou. Mais Mozitou, qu'est-ce qu'il représente encore dans ce pays? Bon, dans tous les cas, dans ces telles initiatives, on a besoin de tout le monde. Mais au moins, ce que je tiens à saluer, c'est l'initiative de Fayoulou. Parce que Fayoulou, c'est quand même un poids lourd des microcosmes politiques congolais. Fayoulou, c'est quelqu'un qui a haut les mains gagné les élections en 2018. Donc lui, au moins, il peut
Et il a la légitimité populaire. Et lui, il peut parler au nom du peuple et les gens l'attendent parce qu'il a derrière lui des milliers de Congolais, des millions de Congolais qui l'ont élu en 2018. Et au moins, dans ce cadre-là, moi je salue l'initiative de M. Fayoulou parce que lui au moins, il a une légitimité et son ancrage tant sociologique, tant géographique en l'interne n'est pas discutable. Et du fait que finalement il est allé à la rencontre du président Tshisekedi, c'est ça ce que j'ai toujours recommandé. Plus d'une fois, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on arrive à humaniser la vie politique. Parce qu'on a été caractérisé par un sauvagement, qui nous a endeuillés, qui nous a mis par terre. Donc il est bon maintenant que la politique se fasse comme ça se fait partout ailleurs. Et là, je salue l'initiative du président Fayoulou et surtout la création du camp de la patrie. Je ne sais pas si on peut y revenir là-dessus pour démontrer que c'est vraiment un monsieur qui est un peu différent de tous les politicaires qui ne visent que leurs propres intérêts. Là, au moins, il trouve que non, il n'y a plus de précieux que la patrie. Donc, pour la patrie, il est prêt à taire son ego, à taire tout ce qui est revendication politique, mais qui privilégie la patrie parce que la patrie est en danger, il faut la sauver. Et pour la sauver, on a besoin du camp de la patrie. Et le camp de la patrie, ce n'est pas une initiative d'ostracisme, comme les d'aucuns voulaient le faire croire. Non, le camp de la patrie, ça réunit tous les souverainistes comme nous, tous les patriotes, tous ceux qui considèrent que la souveraineté de notre pays est non négociable. Et donc, nous devons, comme on le dit souvent, la patrie ou la mort. Donc, chacun de nous doit se battre pour défendre l'intégrité territoriale, pour reconquérir la souveraineté, parce qu'on ne le dit pas assez, ça fait plus d'un semestre que Goma et Bukavu sont entre les mains des envahisseurs, des agresseurs. Donc il est temps que nous puissions libérer ces territoires, et si on peut les libérer par la voie pacifique, c'est ce que je recommande, parce que par la violence, par la belligérance, il y aura tous les dégâts collatéraux, et encore nous risquons de rajouter encore un nombre de morts, alors que le bilan macabre est assez largement élevé, avec plus de 10 millions, de 12 millions de Congolais. Donc moi je pense que si on peut arriver à la résolution pacifique de cette crise, ce serait une bonne chose, parce que la solution de la violence par la violence n'est qu'une solution provisoire, mais la solution de la pacifique pour éradiquer, pour endiguer la violence, c'est une solution durable, et c'est ce que moi je recommande. Voilà pourquoi j'appuie totalement la démarche du président Martin Fayoulou, et que cela soit un exemple pour tous, et que tous ceux qui hésitent encore puissent comprendre que les glas ont sonné pour la paix, et la paix passe par l'arbre à palabre. Voilà pourquoi nous voulons le dialogue national inclusif qui va nous amener à la cohésion nationale. Oui, dialogue inclusif, paix nationale, une paix sans armes aujourd'hui, pendant que nous savons que les M23 et AFC sont encore armés. En fait, à Doha, on insistera toujours sur la souveraineté du Congo, parce que quoi qu'il en soit, si nous sommes des Congolais, nous devons demander à ce que les Congolais restent un et unis. Tel est pour tout Congolais, à moins qu'on soit étranger. Parce que tout Congolais lucide doit d'abord, quelles que soient les prétentions politiques ou les revendications politiques, il doit d'abord préserver l'unité du pays. Il doit aussi s'accorder, nous devons tous nous accorder pour l'indivisibilité de notre pays. Ça, c'est parmi les acquis du moutisme que nous avons combattu, mais au moins, le moutisme a le mérite de nous léguer l'unité nationale et l'indivisibilité du pays. Donc, si ce point-là, c'est vrai, à Doha, est-ce que quand on va discuter les questions du pays, en dehors du pays, je ne crois pas qu'on soit proche de la solution durable. Moi, je pense que la solution, toutes ces initiatives-là de négociations à l'étranger, ça peut être une bonne chose, mais il faudrait qu'on revienne ici sous la médiation de nos princes de l'Église.
catholiques et protestantes, pour que nous puissions nous parler et que nous puissions réellement arriver à la justice et à la vérité, mais aussi et surtout à la réconciliation. Mais le président n'a pas refusé, il a reçu les évêques, il a même associé à ce groupe-là un certain nombre de ses conseillers, et les autres églises aussi veulent s'y mêler parce que ce n'est pas une affaire exclusive. Ça suffit. La paix au Congo, c'est tout le monde finalement, ce n'est pas un groupe d'individus, mais c'est tous les Congolais, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose qui les fasse. Donc ce n'est pas seulement la paix des catholiques et des protestants, mais c'est la paix de tous les Congolais, même s'il y a des initiateurs. Non, je n'en conviens pas, mais nous sommes dans une démocratie représentative, parce que si on doit indéfiniment élargir ce cercle, nous risquons, on sait comment ça fonctionne dans notre pays, parce que très souvent les gens, quand on dit qu'on doit se parler, ils croient qu'au finish, il y aura partage du gâteau. Non, je pense que maintenant, ce n'est pas ça, la démarche même du président Martin Fayulu, ce n'est pas arriver à se partager les gâteaux, les pots de responsabilité, non, c'est à trouver des solutions durables pour préparer les élections. Parce que la crise, on ne le dit pas, la crise que connaît les pays et la constitution là, dans les préambules, reconnaît, c'est la crise de légitimité. Parce que très souvent, nous avons des institutions bancales et des dirigeants illégitimes. Donc il faut trouver, mettre des mécanismes, ne l'oublions pas, nous approchons des élections. Il faut que nous mettons un cadre qui nous permet d'avoir réellement des élections libres, crédibles et transparentes, et que celui qui va gagner soit celui qui sera proclamé. Ainsi, celui-là aura toute la légitimité pour vraiment entreprendre et mener des réformes qui vont dans le sens d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens qui, 65 ans après, continuent toujours à vivre les affres de la pauvreté et de la misère. Donc il est temps que nous nous réveillons pour que nous ayons un État normal. Parce que, je vous rappelle, à l'issue de l'indépendance, il y avait seulement 4 pays qui comptaient en Afrique. L'Égypte au nord, le Nigeria à l'ouest, la République sud-africaine au sud et la RDC au centre. Et regardez à ce jour, tous ces pays-là sont devenus des pays émergents, des puissances économiques africaines, mais il n'y a que la RDC qui autrefois était considérée comme la locomotive, qui devrait être la locomotive du développement de l'Afrique, mais nous continuons à patauger alors que c'est nous qui devons mener le leadership africain, d'abord au niveau régional et puis au niveau continental. Mais pourquoi ça traîne? C'est parce qu'on n'a pas compris que nous devons tous nous effacer et privilégier les intérêts nationaux, les intérêts du plus grand nombre. Et c'est à ce prix-là que la politique devient réellement un sacerdoce, un apostolat. Mais tant que nous allons considérer la politique comme un site de prédation, d'enrichissement illicite, d'enrichissement sans cause, donc on n'aura encore rien compris de la politique. Il faut que la politique soit l'œuvre des gens qui sont totalement désintéressés, des gens qui font de l'apostolat, des gens qui viennent pas chercher de l'emploi, mais qui viennent faire triompher l'idéal au plus grand nombre. C'est à ce prix-là que la politique deviendra la voie royale pour solutionner les problèmes, pour relever les défis sociaux. Oui, merci professeur Omeyong. On va finir. Donc, pour vous, 65 ans d'indépendance, c'est vraiment assez pour qu'on reste dans la bassesse et dans la turpitude. Il faut qu'on change les fusils d'épaule pour que l'on comprenne qu'on allie indépendance, développement et bien-être du peuple congolais. Naturellement. Et parce que si on donne des exemples lointains, on risque de nous dire non, là ce sont des pays développés. Non, prenons même ici en Afrique. Regardez tous les pays anglophones. Comment, et même, prenons même l'Éthiopie. Dans les années 80, l'Éthiopie était vraiment les derniers. Chaque fois que vous vous rappelez même de la chanson We Are the Old, des musiciens américains pour venir à la rescousse des enfants éthiopiens qui souffraient de la malnutrition. Mais voilà ce qui était en 80. Aujourd'hui, c'est encore les Congolais qui sont aujourd'hui dénombrés. Plus de 27 millions de Congolais sont victimes de l'insécurité alimentaire alors que nous avons tout pour relever ces défis. Et aujourd'hui, l'Éthiopie, qui était le symbole de la pauvreté et de la précarité, aujourd'hui,
l'Éthiopie est considérée comme la Chine de l'Afrique, alors que nous avons tous les atouts pour faire mieux que l'Éthiopie, mais nous pêchons par la défaillance du personnel politique. Donc, nous devons investir dans les citoyens pour que nous ayons de véritables technopolitiques, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin seulement de politiques, nous avons besoin de technopolitiques, des gens qui savent allier l'éthique à l'expertise. C'est ce qui manque à ce jour, et voilà pourquoi ce déficit de leadership, ce déficit moral fait en sorte que nous pataugeons. Donc il faut qu'on se dépasse, il faut qu'on renaisse. Voilà pourquoi la FOMENIC, la Fondation Meyonga Nico, consacre le gros de son temps pour préparer la jeunesse, pour que la circulation des élites devienne une réalité et que nous ayons de bons dirigeants. Parce qu'un peuple, même la Bible le reconnaît, qu'il y a de bons dirigeants est dans la joie, mais celle qui a de mauvais dirigeants, comme c'est le cas, est dans les galères. Et nous, il faut qu'on arrête 105 ans après. Nous ne devons pas continuer à nous comporter comme si on était encore des enfants. Merci beaucoup, professeur Omeyonga, d'avoir donné votre temps pour la République. Nous croyons que nous avons encore à faire pour notre Congo parce que nous devons le redresser et nous devons écrire le Congo dans le sens du bien, comme avait voulu les pères d'indépendance, les Lumumba qui étaient jeunes à ce moment-là, comme vous en aviez parlé aux jeunes. Merci d'avoir donné votre temps à la République, professeur Nico Meyonga. C'est moi qui vous remercie. Chaque fois que vous venez à ma rencontre, c'est toujours pour moi, c'est non un honneur, mais plus une responsabilité parce que vous me donnez l'opportunité de m'adresser à mon peuple, de porter ma voix au plus grand nombre de Congolais qui existent. Je ne désespère pas pour autant. Ce n'est pas de la fatalité. Beaucoup de pays sont passés par là où nous sommes, mais ils ont fini par se relever à cause de l'éveil de la conscience. C'est pourquoi je consacre de mon temps, pas des émissions, pas des formations, des conférences, pour éveiller le plus grand nombre de Congolais, particulièrement les jeunes, pour que nous jouions une nouvelle partition, une nouvelle réécriture de l'histoire congolaise, parce que chaque fois que nous parlons de Congo en bien, c'est toujours dans le passé. Nous sommes le seul pays au monde où la gloire est toujours du passé et l'avenir constitue une menace. Si nous voulons parler des choses bonnes, il faut toujours un regard dans le passé, alors que nous devons préparer bien l'avenir et l'avenir se prépare aujourd'hui. Et voilà, nous devons le préparer de plusieurs manières, par des idées, par des réflexions, mais aussi par la formation de la jeunesse. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. Vous êtes un analyste, vous êtes un chercheur, un penseur congolais. C'est moi qui vous remercie.